Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. L'unité nationale est un construit de tous les jours. Depuis 1972, les pères fondateurs de la nation camerounaise se sont attelés à lui donner une identité, une vision, mais surtout un idéal. Un idéal pour lequel nous nous battons tous les jours à travers des actes et surtout à travers les gestes que nous posons pour valoriser cette diversité qui fait le Cameroun, l'Afrique en miniature. Ce soir, pour votre édition de carrière, quoi de plus normal à l'orée de la 49e édition de la fête nationale que de lancer cette édition à partir du monument de la réunification. Une édition de carrière qui, comme à l'accoutumée depuis 10 ans déjà, vous proposera un profil inspirant, une mise en lumière de l'audace des jeunes Camerounais, mais également des conseils et astuces pour vous aider à construire une carrière qui sera couronnée de succès. Voilà l'ossature de votre émission que vous connaissez d'ores et déjà, mais voici le sommaire en détail que signe pour nous Laurent Bank. Au sommaire de cette édition spéciale de carrière, une association qui ambitionne offrir une seconde chance aux enfants de la rue. La Fondation Amour et un sourire pour l'enfant africain est à découvrir dans la rubrique Entreprendre. Coty François retrace son parcours exceptionnel et ses 50 ans de carrière musicale dans la rubrique Success Story. Et en coaching, découvrez la 4e qualité d'un leader d'impact, l'audace. À édition spéciale, dispositif spécial. Pour cette édition, 3 personnalités se prêtent au jeu de présentateurs sur carrière et dévoilent une autre facette d'eux. C'était le sommaire de votre magazine Carrière. À présent, le développement de toutes nos rubriques avec, premier arrêt, la rubrique Entreprendre, présentée par notre premier guest présenter. Encadrer les enfants de la rue, leur offrir une seconde chance pour la vie, les accompagner à retrouver progressivement un cadre de vie normal, c'est l'ambition légitime que se donne la Fondation Amour et Sourire pour l'enfant africain, une association montée par un ancien enfant de la rue, devenu aujourd'hui diplomate. C'est cet exemple que nous vous convions à regarder dans la rubrique Entreprendre. Salut, bienvenue à l'équipe Carrière. Je suis Maurice Bikaya Zoubou, président fondateur de la Fondation Amour et un sourire pour l'enfant africain. Veuillez me suivre pour une belle présentation, non seulement de mes collaborateurs et de nos locaux. Là, vous avez mademoiselle
Zesenoula Adef, enseignante des lycées. Elle est secrétaire exécutive de la Fondation Amour et Souris pour l'enfant africain. Vous avez également là mademoiselle Zupo Ashley, qui est étudiante en sociologie. C'est elle qui coordonne toutes les activités qu'Amour et Souris mène sur le terrain. Elle, c'est Lydie Oségué, qui est secrétaire générale de la Fondation Amour et Souris pour l'enfant africain. Et vous avez mon proche collaborateur, Iran If, qui est également ingénieur designer. Il n'arrive plus à se faire entendre, ces enfants qui pleurent de partout, dans nos rues, nos maisons, dans nos villes et dans nos prisons. Voyez-vous, certaines personnes posent des actes dans la société que l'on se demande si l'homme a réellement un cœur. Et au lieu de me poser cette question, je m'efforce toujours à croire et à penser que c'est l'ignorance notre pire adversaire. Et voilà pourquoi la nécessité de débattre pleinement sur ce qui est supposé porter atteinte à l'humanité, pour moi, c'est un réel souci. Et au-delà d'avoir à ma naissance un père, je m'étais fabriqué un père idéal, je ne savais rien de lui, je le fabriquais de toutes pièces. Et j'imaginais que mon père était un héros qui viendrait pieusement vers moi à la belle saison des moissons, remonté par 1000 regrets et 1000 remords, venir vers moi me dire mon fils, je regrette pour l'acte que j'ai causé, pouvons-nous oublier le passé et retrouver le temps présent. Alors cela, j'ai été victime de mes propres imaginations le jour où cela arrive enfin. Que de lire dans le regard d'un père qui maudit presque votre maman parce qu'elle ne vous a pas avorté. Y a-t-il une souffrance morale plus grande, n'est-ce pas, que d'attendre pendant plusieurs années de voir qui est ton père et de voir et de lire en ses yeux qu'il maudit votre maman? Alors si on répond par l'affirmative, alors j'ai tort de vouloir me battre pour cette cause, j'ai tort de vouloir me battre pour, n'est-ce pas, le bien-être de l'enfant de la rue, parce que c'est pas évident d'être à la rue, c'est une expérience personnelle. Essayons tout de même de tendre une oreille, au moins une fois. Écoutons la détresse de ces petites voix. Amour et Souris pour l'enfant africain, c'est une jeune organisation qui est issue, n'est-ce pas, d'un ensemble de réflexions entre Camerounais et peuples d'Afrique. C'est une réflexion de plusieurs personnes. Et cette association a pour but de valoriser les instruments juridiques internationaux, valoriser, de promouvoir le bien-être des enfants de la rue au Cameroun et en Afrique. Allez dans le texte de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Allez dans les textes de la Charte africaine des droits de l'enfant et du bien-être. Allez dans ces textes, vous allez voir que les instruments juridiques ont déjà encadré, n'est-ce pas, le bien-être de ces enfants. Il ne reste qu'à nous de les implémenter dans nos États. Écoutons ces petites voix. Que faisons-nous de leurs droits? Nos actions sur le terrain, il y a de 3 phases. La première phase, d'abord, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les sensibilisations et les enregistrements de ceux qui veulent encore être socialisés. Parce que voyez-vous, dans la rue, là, il y en a qui sont très bons encore et qui sont très récupérables. Il y en a encore dans la rue qui travaillent, qui veulent vraiment retrouver, n'est-ce pas, le cadre familial, qui veulent retrouver le cadre éducationnel, c'est-à-dire qui veulent aller encore à l'école, qui veulent s'insérer socio-professionnellement. Qu'est-ce que nous faisons? Nous recensons ces cas, nous les enregistrons. Après cet enregistrement, il y a une autre activité, il y a une autre phase. Nous allons dans les prisons, nous allons achever des mineurs, parce que nous avons constaté que 95% des enfants mineurs qui se retrouvent dans des prisons viennent exclusivement de la rue. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'avoir des causeries éducatives avec ces enfants. Nous prenons attache avec l'administration pénitentiaire. Nous discutons aux sorties, n'est-ce pas, de ces enfants dans ces milieux carcérales. Nous essayons de les confiner quelque part dans nos locaux. Nous essayons de discuter et nous travaillons. Et la troisième phase, il est question pour nous, n'est-ce pas, de collecter, n'est-ce pas, les fonds, de nous associer, de nous mettre au travail pour pouvoir participer ou bien pour pouvoir inscrire ces enfants
dans différents établissements scolaires qui voudront bien accueillir ces enfants. Nous accompagnons certains qui ont un métier, qui ont appris un métier avant de se retrouver à la rue, parce que certains ne se sont pas levés pour se retrouver à la rue immédiatement. Ils étaient d'abord dans des familles, c'est à cause des sentiments de frustration, des comportements méprisants, parfois infériorisants, d'un certain nombre de personnes qui vont se retrouver à la rue et dont nous accompagnons leurs rêves. Par exemple, nous avons un coiffeur, un jeune coiffeur qui se retrouvait à la rue et qui voulait à tout prix, n'est-ce pas, exercer son métier de coiffure. Qu'est-ce que nous faisons? Nous l'avons inscrit dans un salon de coiffure et nous sommes en train de préparer comment est-ce que nous allons ouvrir son propre salon à lui pour que demain, s'il y en a des autres qui penchent vers ce métier, puissent, n'est-ce pas, aussi bien en bénéficier. Il y a des personnes qui apprécient ce que nous faisons, qui aiment ce que nous faisons, mais nous rencontrons des réelles difficultés en termes de financement de nos activités, par exemple. Nous rencontrons des difficultés du fait que le gouvernement, en fait, ne parvient pas encore à comprendre, ne parvient pas à prendre en considération, n'est-ce pas, tout ce que nous faisons. Le gouvernement n'est pas encore totalement, ne s'implique pas assez. Par exemple, nous voulons mettre sur pied des centres. Il y a des familles qui refusent carrément les enfants qu'ils reviennent. Nous avons accompagné certains dans des familles, les familles qui refusent carrément. Qu'est-ce que nous allons faire de ces enfants? Nous n'allons pas les abandonner à la rue. Nous, notre centre ici, nos locaux ici, c'est des salles de réflexion, c'est des salles de réunion. Et puis parfois, quand le danger est réel, parfois nous les appelons, on va mettre des matelas, ils vont se coucher. Par exemple, comme la pandémie qui est en train de sévir au Cameroun, nous sommes en train de prendre des mesures réelles pour pouvoir sensibiliser les enfants de la rue face à cette épidémie du Covid-19-là. Donc nous interpellons ici le pouvoir public, l'opinion internationale, de bien vouloir accompagner cette action, de bien vouloir prendre en considération. C'est le lieu pour moi d'ici, si vous voulez, d'interpeller les jeunes qui viennent d'être élus à l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'ils arrivent à l'Assemblée nationale, qu'ils proposent des lois, par exemple, sur l'encadrement et l'éducation des enfants de la rue. Qu'ils proposent, c'est un texte qu'il faut vraiment proposer à l'Assemblée nationale et que demain, on puisse voir naître des centres dans les grandes villes du Cameroun pour pouvoir encadrer ces enfants. Dans 10-15 ans, mon rêve le plus cher, mon vœu le plus cher par rapport à cette fondation, c'est d'avoir au Cameroun au moins 5 centres. 5 centres qui accueillent les enfants de la rue. Et mon vœu le plus cher, c'est d'avoir au moins 95% des enfants de la rue qui ont été scolarisés, qui se sont vus scolarisés. Au moins 95% des enfants de la rue qui se sont vus intégrés dans la société. Le conseil que je peux donner aux jeunes Camerounais et d'ailleurs aux enfants de la rue particulièrement, l'exemple, vous pouvez prendre de moi, l'exemple, il est devant vous. On peut partir de la rue pour être un grand homme, pour être un médecin, pour être un enseignant d'université, pour être un vaillant servant camerounais et un servant du monde. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance de coaching. Aujourd'hui, nous parlons de la justification des ressources financières pour obtenir votre visa étudiant. Pour le cas de la France, les services consulaires exigent de vous de leur apporter la preuve au travers d'une attestation de virement irrévocable qui est délivrée par une structure bancaire, après que vous ayez bloqué chez elle la somme de 7 380 €. En plus de cet AVI, vous devez fournir des éléments de votre garant. Pour le cas des garants salariés, il s'agira de fournir les relevés de compte et les bulletins de paie des 3 derniers mois. Pour le cas des garants à leur propre compte, il faudra fournir les relevés de compte des 3 derniers mois et le dossier fiscal à jour de l'activité. Pour ceux dont les garants ne remplissent pas les critères précédemment élaborés, pas de panique, rapprochez-vous auprès des équipes de Sudeli qui vous apporteront l'accompagnement nécessaire pour vous permettre de justifier de leur état. Nous rappelons une fois de plus qu'un AVI qui vous donne les meilleures garanties d'obtention de votre visa étudiant est un AVI fiable, sécurisé, rapide et utile.
L'AVI de Studeli répond à tous ces critères et aujourd'hui a servi plus de 4000 étudiants à travers l'Afrique avec 90% de projets réussis. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de nous afin qu'ensemble nous puissions oser votre avenir. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. J'adore ça, j'adore ces moments. La musique, c'est ma vie. Tu sais, j'ai eu la chance de naître dans un pays qu'on appelle le Cameroun qui est béni de ce point de vue et de bien d'autres. Et généralement, pour des gens de ma génération, le terme unité nationale revêt toute son importance. Je ne trahirai pas un secret si je dis que je suis né cette année-là, l'année qui consacre l'unité nationale. Et j'ai grandi donc avec ces slogans. Pour nous, l'unité nationale, c'est un objectif, un idéal à atteindre. Et on a utilisé tous les instruments qu'il faut pour ça. L'art culinaire, parce que quand un plat est bon, on ne veut pas savoir d'où il vient. Le sport, quand un lion est bon, on ne veut pas savoir d'où il vient. Le plus important, c'est qu'il apporte la victoire. Mais l'un des vecteurs les plus visités quand même, c'est la musique. La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. On utilise des notes différentes pour créer l'harmonie. Et c'est ça la clé de l'unité nationale. Se nourrir de nos différences pour créer l'harmonie. Et en cela, la musique camerounaise a joué ce rôle, mais d'une manière incroyable. Et le makossa, c'était le truc, tu vois, à l'époque, à un point où nous tous on voulait être Douala, parce que bon, voilà, être Douala, ça faisait bien, parce que c'était le makossa, c'était la musique. Et il y avait les Black Steel. Je me souviens toujours d'une pochette, les Black Steel à Paris. Les Black Steel à Paris, c'était mythique. Et dans le groupe des Black Steel, c'est des musiciens qui sont devenus des légendes. Moi, je vais juste m'arrêter sur l'un d'eux, Nkoti François, Desto Peller. J'ai du mal à dire Nkoti François parce que lui-même sait que je ne l'appelle pas comme ça, je l'appelle Papa Nkoti. Papa Nkoti parce que, au-delà de sa démarche artistique, il a une démarche qui est devenue iconique. Il est devenu une véritable icône de la culture au Cameroun. Au-delà de sa casquette de musicien, il est rentré dans la politique. Mais qu'est-ce qu'il a fait en politique? Il a ramené ce côté artistique, ce côté culturel. Comment faire pour que la culture soit au service de la société? Papa Nkoti, avec son fomarique, il nous fait rêver tous les ans. Et je pense que la vie d'un Nkoti, en elle seule, est déjà un véritable condensé de succès. Et moi, je dirais merci à Papa Nkoti pour cette lumière que toi et les tiens avez mis dans nos cœurs. Et j'espère que nous serons dignes de ce que vous avez fait. Mais pour le moment, je vous invite à regarder la success story de Nkoti François. Je demande, sur ce soleil plein de sainteté, que Nkoti ne meure jamais pauvre. Parce qu'il fait beaucoup pour l'art de la musique. Il est ouvert. Bon, récemment, avec la communauté urbaine, il vient de travailler en symbiose pour animer la ville de Douala et ils ont appelé ça Douala Fiesta. Pourquoi moi j'ai pas eu cette idée? Pourquoi Ekale n'a pas eu cette idée? Pourquoi Ekomi n'a pas eu cette idée en tant qu'artiste? Mais c'est Nkoti qui a eu cette idée. Voyez-vous? Donc le nom de Nkoti, je ne sais pas, un peu du respect à vous Camerounais qui vous m'écoutez à ce moment-là. Un vœu pieux d'un ami de longue date pour celui qui, depuis 50 ans aujourd'hui, partage son quotidien et l'accompagne dans ses projets.
Un homme aux multiples facettes qui fait partie intégrante du paysage socio-culturel des 50 dernières années au Cameroun. Grand par le talent, riche de ses expériences et de son parcours atypique, immense par le poids de ses réalisations et la qualité de ses dernières, rencontre avec l'un des précurseurs du Makossa moderne, Nkoti François, Desto Peller. On m'appelle Desto. Il n'a rien perdu de son talent de scène. 50 ans après ses débuts, sa passion est restée inchangée, même s'il est moins fécond que pendant ses années fastes. À 70 ans sonnés, Nkoti François a célébré au mois de mars dernier 50 années de carrière dans la musique. 50 ans de haut et de bas que l'artiste a accepté de nous raconter dans les moindres détails. Première étape de ce périple dans la vie de Desto, comme l'appellent affectueusement ses proches, Souza, dans la commune de Bonalea, département du Mungo. Nkoti François nous reçoit chez lui, dans la maison de son enfance. Un endroit chargé de souvenirs pour celui qui y a passé les premières années de sa vie et où est née sa vocation. Oui, beaucoup de souvenirs quand je reviens ici. Les souvenirs d'enfance, ce sont des souvenirs d'un petit gamin qui est né dans ce village appelé Bonaberi Souza. Normalement, sur ma carte d'identité et mon acte de naissance, il est écrit né vers 1953. Mais normalement, d'après les informations que j'ai pu avoir en grandissant, il y a un papa qui s'appelait Papa Lokotoma, qui est pour moi comme un mentor, comme quelqu'un que j'ai suivi dans la vie. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, tu connais ton âge exact? Parce que j'ai appris qu'on a dit que tu es né vers 1953. J'ai dit, c'est ce qu'on m'a dit. Il dit, non, ton âge exact, tu es né le 15 février 1951. Entouré de ses amis, Nkoti passe ici une enfance plutôt joyeuse. Entre la chasse et les jeux de gamin, il a tout pour être heureux. Je ne me souviens pas à l'âge où je suis allé à l'école parce que à l'époque, aller à l'école pour nous ici, c'était les enfants qui étaient plus aisés que les autres allaient à l'école à temps. Mais nous qui n'étions pas aisés financièrement, nous n'allions pas très jeunes. J'ai fréquenté jusqu'au cours moyen 2. J'ai fait le CEP. Je suis entré également au collège Herbert de Souza. Et c'est étant même là que j'ai eu à faire quelques petites études secondaires, mais pas longues, parce que étant en 6e, j'ai fréquenté sans payer l'école parce que j'avais le soutien de Monseigneur Wonki, paix à son âme, qui était vicaire à l'époque, et comme j'étais servant de messe à l'église, donc il me soutenait, il soutenait mes études de temps en temps. Mais quand il est parti, on l'a affecté, je passais la 6e pour la 5e, je n'avais plus de moyens de payer l'école, les moyens pécuniaires sont partis et on m'a renvoyé. S'il souhaite dans un premier temps devenir prêtre, il revoit ses ambitions après son échec au concours d'entrée au séminaire. Desto, qui depuis sa tendre enfance flirte avec la musique, se retourne vers sa passion. Avec des amis d'enfance, il crée son premier groupe avec lequel il anime et organise des mini-concerts au village. Cette envie de la musique a commencé dès mon bas âge. Ici à Souza, j'avais un orchestre
que j'avais créé avec des amis, s'appelait Franco Jazz. On organisait ensemble des soirées, tantôt ici, tantôt à la gare. 1971 marque une étape déterminante dans la vie du jeune Koti. Alors âgé de 20 ans, il est invité par Régine Niaquet, une amie d'enfance, à venir s'installer à Douala. Le garçon de Souza va découvrir la grande ville, mais surtout échapper au destin collectif des jeunes de son époque qui se tournaient tous, ou presque, vers les métiers du rail. Elle avait un ami qui s'appelait Petit Toit Gottlieb, qui aujourd'hui est parti, paix à son âme. Et cet ami avait des ventes emportées. Et elle a demandé si cet ami pouvait me prendre comme gérant d'une de ces ventes emportées. Donc le monsieur a dit oui, il n'y a pas de problème, vraiment je peux le prendre. C'est là où elle m'a dirigé vers le monsieur. Et ce bar avait une chambre. Et je dormais dans cette chambre. La confiance qu'il avait envers moi a fait que je devienne contrôleur de l'autre vente emportée. Travailleur acharné, Nkoti réussit à convaincre son patron de lui confier la gestion de la nouvelle vente emportée qu'il installe quelques mois plus tard. Le jeune homme qui passe son temps entre le bar et la maison découvre entre-temps les arts martiaux, notamment le karaté. Il ne fera malheureusement pas long feu, convaincu par son patron d'abandonner cette pratique. En revanche, ce dernier ne pourra rien lorsqu'il s'agira de la musique. Desto a un rêve, devenir musicien professionnel. Un jour, subitement, j'ai appris qu'un monsieur à Douala était en train de créer un orchestre dans un bar. Ce monsieur s'appelle Nkoti Augustin. Loin d'être familier, mais on avait le même nom. Et le bar s'appelait à l'époque Famille Bar de Daido. Et le groupe s'appelait Fantastic Boys, les Fantastic Boys de Nkoti Augustin. J'arrive dans le bar, j'entre et je trouve l'orchestre en train de répéter. Je me rapproche des musiciens et je demande où est M. Nkoti Augustin. Un des musiciens, Jackson Berry, qui est un bon ami aujourd'hui, il me dit, le voilà assis. Je suis allé vers lui, je l'ai regardé et j'ai dit, Mbombo. Quand je dis Mbombo, il me regarde. C'est qui? Il dit, c'est moi qui vous appelle Mbombo. Moi, mon nom c'est Nkoti. Il dit, ah bon, vous vous appelez Nkoti? Je dis, oui, mon nom c'est Nkoti François. Il m'a reçu, il m'a accueilli et m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit non, je suis venu vous voir parce que j'ai appris que vous êtes en train d'ouvrir un bar. Et moi, je suis un musicien, mais pas professionnel, je suis amateur. Je voudrais chanter avec vous si je peux vraiment être à vos côtés pour apprendre. Il me demande, la première chose qu'il me demande, est-ce que tu sais chanter? Je lui dis oui, j'essaye, mais d'une manière pas professionnelle, en amateur. C'est là où il dit aux autres de me prendre, d'essayer de voir ce que je peux faire. Il n'en faut pas plus à l'enfant de Souza, qui convainc tout le monde avec une interprétation de l'un des titres de Nkoti Augustin, son homonyme. Il est adopté par l'orchestre et invité à se mettre au travail pour rapidement passer au niveau professionnel. Là encore, sa détermination lui permet de se hisser au niveau de ses collègues, au point de devenir le chanteur principal du groupe. Entre le cabaret et le bar où il continue son travail de gérant, le jeune homme a très peu de temps pour lui. Mais pour sa passion, il est prêt à tous les sacrifices, même à travailler sans salaire. Je marchais chaque soir de Bali à Daido à pied pour animer et
après la soirée, à 1h du matin, je devais reprendre la route pour rentrer à Bali. Et ouvrir le matin, continuer la vente de la bière. Vous voyez comment ça devenait déjà trop compliqué. C'est là où je demande aux musiciens, celui qui était comme chef d'orchestre, Jackson Berry, Jackson, tu vois, j'ai déjà chanté, je chante là tous les jours, j'anime la soirée et je suis la première attraction du public. Vraiment, il faut que tu dises à Nkoti Augustin de voir ma situation, qu'il me donne au moins quelque chose chaque mois comme vous. Même si ce n'est pas la même chose comme vous, mais qu'on me donne au moins quelque chose. 1500 francs CFA. Voilà le montant que lui propose son bombo, Nkoti Augustin, pour un début. Il réussit à tenir pendant quelques mois, mais finit par jeter l'éponge face aux nombreuses difficultés du quotidien et la modicité de ses revenus. Un matin, Nkoti, qui est obligé d'ajouter à son salaire du cabaret et ses revenus de la vente emportée, de petits jobs de manutention dans le quartier, plie bagage et retourne au village à Souza. Un départ qui laisse un vide dans l'orchestre que les membres ont du mal à combler. Ces derniers vont pousser le patron à aller à la recherche du jeune chanteur jusqu'à Souza. Il se pourrait que les Jackson Berry lui ont dit « Maintenant, toi, tu n'es pas là. Bon, le chanteur qui était là déjà est parti. Tu ne veux pas, on ne peut plus faire sans lui parce qu'on me réclamait déjà au bar. » Un jour, je suis ici, je vois quelqu'un venir, j'ai dit « Mais c'est Nkoti Augustin qui revient là. » Bon, maintenant, je ne suis plus le demandeur, c'est lui qui est le demandeur. Il vient vers moi, il me dit, mais Bombo, qu'est-ce que ça là? Donc, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Pourquoi tu es parti, tu as fui? Bon, je dis, mais tu sais, je ne pouvais pas supporter. Je ne pouvais pas rester avec les 1500. Ça ne donnait vraiment pas. C'est là où il m'a dit, bon, à partir de maintenant, nous allons changer de bar. On a eu un autre bar à Deido, à Bonabéry, à Mongo River. On va aller jouer là-bas et on commence à te payer 6 000 francs par mois. Voilà le salaire qui a commencé à grandir. De retour à Douala, Deston se trouve une chambre à louer à Deido, non loin de Mongo River. Si le succès est au rendez-vous durant les premiers mois, très vite, le bar tombe en faillite et les Fantastic Boys sont obligés de se chercher un nouveau point de chute. Ce sera Besenge Bar, une aventure encore plus courte que celle de Mongo River et qui marque la fin du groupe. Nkoti se met alors à la recherche d'un nouvel orchestre où son talent peut s'exprimer. Et moi, un soir, comme ça, je me baladais dans la ville. Je suis arrivé à Akwa, dans un bar qui s'appelait Davoum Bar. Davoum Bar utilisait un groupe d'orchestre. La personne qui avait ce groupe s'appelait Pierre Lenoir. C'était déjà les débuts de 72. Et Pierre Lenoir avait un groupe qui n'était pas performant. Il n'avait pas de chanteur. Alors j'arrive, je demande à chanter. Les gars demandent si je connaissais les chansons en vogue de l'époque, les Youm, les Missengo François et autres. Je leur dis oui, donnez-moi la guitare, donnez-moi le micro, je vais chanter. Alors je leur demande, vous connaissez jouer ça là, telle chanson? Ils disent oui. Je chante. Et pendant que je chante, à un moment donné, je vois le patron du bar qui était dans son comptoir, sortir du comptoir et lorgner la personne pour voir la personne qui chantait. Et il repart, il demande à quelqu'un de me dire qu'après
avoir fini de chanter que je vienne le voir. Une fois encore, il réussit à mettre tout le monde d'accord dès les premières notes. Pourtant, il se montre exigeant cette fois. L'orchestre ne joue pas comme il faut et il a besoin de musiciens professionnels à la mesure de son talent. Un orchestre qu'il va constituer lui-même, petit à petit, au gré des arrivées de jeunes musiciens hyper talentueux. Le premier à le rejoindre, Mouélé Jean, avec dans ses valises un guitariste de talent. Mouélé Jean me dit qu'il a un gars dans son quartier qui joue aussi très bien. Il fait solo, mais il fréquente encore. Je lui dis, il fréquente où? Il dit au collège de la salle. Il fait souvent leur matinée, il joue. Est-ce qu'il peut l'amener? Je lui dis oui, amène-le. S'il peut rester avec nous. Et il amène le gars. Il vient le soir. Nous essayons de jouer un peu. Il prend la guitare solo. C'était Maniaka. Ah ouais. Je l'amène vers le patron du bar. Je lui dis, il faut qu'on retienne celui-ci aussi. Et c'était Toto Guillaume. Voilà l'orchestre Black Steel constitué. Nkoti François, Mouélé Jean, Toto Guillaume, Émile Kangué et Sombe Ignawe Antoine. Les débuts sont loin d'être aisés pour l'orchestre. Ayant constaté le départ de tous les anciens membres de son orchestre, le propriétaire des instruments décide de les récupérer. Pour autant, le promoteur du bar ne se laisse pas décourager et propose aux musiciens de se lancer ensemble à la quête de nouveaux instruments. Ils font alors la rencontre d'un monsieur nommé Willy au saxo d'or, propriétaire d'instruments dernier cri, flambant neuf. Après moult discussions, ce dernier accepte de leur céder son matériel en location-vente. Le Black Steel se retrouve à la tête du meilleur matériel de la ville de Douala, ce qui attise la jalousie de groupes déjà établis. Quand on a commencé à jouer, c'était le meilleur matériel de Douala à l'époque. C'est là où un monsieur qui était le manager de Los Calvinos, Los Calvinos c'est l'orchestre de Misengo François, les Bon Edouard, il est venu voir notre matériel et il a vu que c'était le bon matériel. Il est passé par derrière, voir le patron du bar pour lui dire, mais tu as un très beau matériel, mais tes musiciens, ils jouent bien, mais ils n'ont pas encore de public. Si tu prends l'orchestre Los Calvinos, qui attire déjà beaucoup de monde, tu vas voir que tu vas rembourser ton argent pour acheter ce matériel facilement. Et comme le Satan est toujours là, le patron, en arrivant un jour, un soir, on a trouvé que Los Calvinos jouait sur notre matériel. Et ils avaient déjà annoncé, sans que nous on le sache, et leurs clients sont venus ce soir-là, nombreux. Conscient de ne pas faire le poids face à Los Calvinos, les Black Steels plient bagage. Ils retrouvent très rapidement un point de chute, une fois encore grâce à Nkoti François, du côté d'Orix Bar à Bonabiri. Ici, Desto réussit à négocier un bon salaire pour lui. De 6 000 francs CFA, il passe à 15 000 francs CFA par mois. Des revenus plutôt conséquents pour l'époque. Pourtant, l'aventure Orix Bar tourne court. Après un passage à Davon Bar où ils se voient offrir leur première tenue de scène, le Black Steel est contraint de retourner à Bonabiri, le Mungo Bar ayant rouvert ses portes après la fermeture par les impôts de Davon Bar. À Mungo River, le Black Steel enregistre son premier disque. Toto Guillaume, qui était comme un chercheur, un démarcheur, a envoyé une lettre à Sonodisc en France pour dire qu'il est avec un groupe, nous sommes ensemble et nous voulons sortir des disques.
le groupe s'appelait Black Steel. Ils disaient, bon, c'est là où ils demandent à Toto de faire un enregistrement, leur envoyer une bande. Et maintenant, pour enregistrer, il fallait trouver un studio. Nous avons démarché, on a trouvé un ami qui avait un appareil pour l'enregistrement. On lui a demandé de nous enregistrer et il a accepté. Il est arrivé au Mungo River, devenu Club du Peuple. On a placé le matériel dans une chambre avec la batterie, avec tout. Maintenant, il fallait enregistrer ce matin-là. Nous tous, nous sommes arrivés et Sombe Nyawe Antoine n'est pas là, le batteur de l'orchestre. On l'attend, on le cherche partout. Toto Guillaume prend le taxi, il repart à Akwa. Sa maman lui dit, et Sombe est sorti depuis le matin avec un sac. Il est parti, il ne sait pas là où il est. Et Sombe avait pris la route pour le Nigeria. Et ça, c'est là où Toto arrive abattu. Il nous dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant là? Voilà les instruments installés, nous devons enregistrer. On se regarde dans les yeux et moi les gens, il me dit, mais toi, tous les soirs ici, quand Essombe n'est pas là, tu t'amuses à la batterie, tu essayes de faire quelque chose. Mais essaye de te mettre sur la batterie, tu joues. On ne peut pas perdre cette occasion. C'est là où je décide de monter sur la batterie. Je fais la batterie, au même moment, je chante. Et on a enregistré 8 titres. Parce qu'on voulait un 33 tours. Quand on a enregistré ces 8 titres, on les a envoyés à Sonodisc en France. Sur les 8 titres qu'on a envoyés, ils ont choisi Françoise, une composition de Toto Guillaume, et Ndoutou, une composition de Nkoti François pour sortir. Le 45 tours sort en 1974. Le succès est fulgurant. Le groupe devient un orchestre de prestige. Tout de même, il continue à jouer dans des cabarets de la ville de Douala. En 1976, le premier gros écueil arrive. Toto Guillaume quitte le navire. Touché, mais pas coulé. Nkoti et ses partenaires recrutent Moni Müller pour le remplacer. Entre-temps, ils font la rencontre d'un manager, Ebonjok Alexandre, venu de France. Ce dernier se propose de produire des albums au groupe. Le 20 septembre 1978, le Black Steel s'envole pour Paris. Ils reviennent 2 mois plus tard avec l'album Les Black Steels à Paris. Quelques mois plus tard, Émile Kangé et Moni Müller décident à leur tour de se séparer du groupe. Ils rejoignent Mon Manengumba, un bar construit par l'un des proches de Müller. Nkoti reste au Mermoz avec les autres membres et devient le gestionnaire de cet espace de loisirs. J'ai repris la gestion du Mermoz. Le patron du bar, je le payais plus tôt. Je suis devenu la personne qui gérait le bar et je le louais entre les mains du patron, M. Makakoto. Donc, on est resté pendant un bon moment, mais le bar a repris encore la forme. Et papa Makakoto voulait reprendre son bar. Il a dit non, ce n'est pas possible. Tu m'as donné le bar parce que ça n'allait plus. J'ai travaillé avec toi, tu as envoyé tes enfants. À travers moi, tu as pu envoyer tes enfants en Europe. Bon, aujourd'hui, laisse-moi me débrouiller aussi. Il a dit, non, vraiment, il reprend son bar. Et comme il était en discussion avec les gens qui avaient le terrain, ça nous a découragés.
Le Mont Maningoba ne tournait plus. Émile Kangé est rentré à Yaoundé. Là, c'était en 1993, au moment où j'ai refait l'orchestre Black Steel. Et on a sorti le 33 tours. Mako Samabola Nende Binyonde. Ce disque et son succès est le dernier du groupe Les Black Steel sur le marché. Désormais, les membres évoluent en solo avec des fortunes diverses. Pour Nkoti François, s'il continue à écrire et accompagner des jeunes artistes, il se lance aussi dans d'autres activités et organise des événements. Après la foire musicale pour la prévention routière en 1989, il organise en 1991 la soirée du patrimoine musical camerounais. Pour l'occasion, il réunit 10 des plus grands artistes que le Cameroun ait connus à l'époque. J'avais organisé pour eux une soirée, une grande soirée de réhabilitation du patrimoine musical camerounais. Il y avait 10 artistes que j'avais choisis dans le tas. Et j'ai organisé une soirée de réhabilitation musicale camerounaise à leur honneur. Et mon but était de réaliser des vidéoclips avec eux pour que demain ou après-demain, même s'ils ne sont pas là, leurs clips vidéo pourront passer à la télé et on se souviendrait des gens comme ceux-là. Ingénieux, Nkoti François déborde d'idées. Il rêve de créer un festival musical. En 1993, le Fomaric voit le jour. Une idée qui reçoit très vite l'assentiment des autorités de la ville de Douala et des populations. La première édition est un succès. Pourtant, il doit changer à plusieurs reprises de lieu avant de s'implanter définitivement au club Camtel à Bépanda. J'ai organisé en 1993 la première édition. En 1994, il fallait organiser la deuxième édition, mais comme la place reflétait déjà quelque chose, ça attirait déjà les gens et le délégué du gouvernement a compris qu'il fallait faire quelque chose. En 1994, il y a eu un événement Douala-Dakar. C'est de là sort le nom du marché Sandaga. Parce que Sandaga, c'est une ville au Sénégal qui s'appelle Sandaga. Donc c'est de ce jumelage Douala-Dakar que sort le nom du marché Sandaga. Et à partir de là, les sauveteurs ont commencé à le voir pour lui dire non, vraiment nous voulons regagner notre site. Parce que il leur demande, mais vous avez refusé le site. Il dit non, 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 non. Il dit, mais si le garçon, s'il n'avait pas ouvert le site aujourd'hui, vous... Alors il m'appelle, il me fait appeler, je viens à son bureau, il me dit, mon jeune frère, tu sais, ce marché, je l'avais construit pour les sauveteurs, maintenant il le boudait. Mais aujourd'hui, comme tu as ouvert leurs yeux, ils veulent reprendre leur site. Et c'est là où je lui ai dit non, il n'y a pas de problème, je vais chercher ailleurs. C'est ce que Dieu, c'est un esprit que Dieu a donné, il va continuer de s'éliminer un peu partout. Et c'est là où je suis allé voir le prince Bell, le prince René Bell. Je suis allé chez lui, je lui ai présenté le truc, je lui ai expliqué tout. Il a dit non, viens organiser au Parc des Princes. Entre-temps, Nkoti François s'engage en politique. Il devient pendant 2 mandats consécutifs maire de la commune de Bonalea, dont fait partie son village natal, Souza. Une commune qu'il conduit progressivement sur le chemin de la modernité, avec des réalisations aussi nombreuses que pérennes. Au niveau du lycée de Penamboko, par exemple, j'ai construit des bâtiments, des salles de classe sur fonds propres de la commune. Ici à Souza, par exemple, j'ai construit un grand rond-point. J'ai construit un lycée. Le lycée technique de Souza a été initié par moi, créé par moi à travers
les enseignements secondaires et les premiers bâtiments ont été construits par moi. J'ai construit un pont et ouvert la route d'un village qui relie le village Bonabéry-Souza et le village de Kaké. J'ai construit la recette municipale, une grande partie des bâtiments qui sont à la recette municipale. Tout cela a été construit par moi. J'ai construit une école à Maléké, dans un village de la commune. Je peux citer dans tous les villages presque. Si nous allons village par village, je vais vous montrer ce que j'ai eu à faire. Et c'est pour le plaisir et le bonheur des populations. Proche de ses amis et du peuple, Nkoti François reste une figure importante du paysage culturel camerounais. Il ne manque pas de gratitude à l'endroit de ceux qui l'ont accompagné sur le chemin de la réussite depuis ses débuts en 1971. Que ce soit ses amis qu'il retrouve avec tant de sourires au village, que sa tendre épouse décédée en 2011. Ici, ce sont mes amis d'enfance et mon fils qui a toujours marché avec moi, Soné Roger. Ici, moi je l'appelle toujours Kokon Seke parce que c'est ce nom qu'on utilisait quand on faisait nos journées de chasse et d'autres jeux d'enfants à l'époque. Ouais. Donc on s'est séparés parce que chacun devait chercher sa vie. Lui, il est rentré au chemin de fer, lui également au chemin de fer. Je penserai toujours à elle, je la garderai. Depuis qu'elle est décédée, je n'ai passé aucun jour sans prier et penser à elle pour son repos, pour demander à Dieu son repos en paix. Moi là, je vous parle. Et ce que je vais vous dire, je le puise dans la profondeur de mon cœur. Parce que s'il y a amitié qui existe, Nkoti François auprès de ma vie et auprès de ma carrière musicale, ça en est une. Nkoti François, je vous dis des années durant, n'a jamais cessé d'appeler, d'ouvrir la porte aux artistes pour que chacun trouve un chemin. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas citer les noms des jeunes, mais je cite mon nom. Parce que moi, auteur-compositeur de l'époque, je n'avais pas de porte. Je vivais avec mes œuvres dans la brume. Et c'est ce Nkoti François-ci qui m'a sorti dans la brume, afin que mon souffle me fasse vivre comme c'est le cas aujourd'hui. Mais il y a certains dimanches où je m'accroche à lui, que l'on prie ensemble, que Dieu nous accorde une protection afin de lui permettre de vivre en bonne santé, sa famille y compris. Moi pareil. Des personnes à qui il rend hommage dans son ouvrage autobiographique, dont la parution a coïncidé avec la célébration de ses 50 ans de carrière. Occasion pour l'artiste aux casquettes multiples de léguer un héritage à la jeune génération. Lui que nous retrouvons au stand de la mairie de Douala, au Fomaric en 2021. Vous savez, quand on a déjà 70 ans, on commence à être fatigué. Il faut le reconnaître. L'inspiration aussi ne vient pas très facilement comme du moment où on était dans la jeunesse et on créait régulièrement. Mais de temps en temps, il m'arrive de créer, de me concentrer sur quelque chose et créer, et surtout aussi que je me rapproche de certains jeunes. Vous savez, un proverbe qui dit quand l'éléphant vieillit en brousse, il commence à têter les seins de ses enfants pour avoir plus d'énergie. Donc je suis entouré de ces jeunes. Martinon Galé par exemple, il y a Doxy, avec qui j'ai fait un featuring dans mon dernier single, y compris Martinon Galé.
Donc, je ne peux pas me fatiguer parce que c'est cette carrière que Dieu a voulu que je fasse. C'est avec cette carrière que Dieu a voulu que je vive. Et je vis à travers elle. Et je suis content de le faire. Un livre plein d'enseignements pour la jeune génération. Des jeunes à qui le père Nkoti ne manque de prodiguer des conseils tant sur la vie que la gestion de leur carrière artistique. Le conseil que je donnerai aujourd'hui aux jeunes artistes, c'est le travail. Le métier d'artiste, c'est un travail, c'est un métier qui fait vivre son homme quand on est sérieux, quand on a la volonté de le faire, quand on veut le faire bien. À vous qui nous rejoignez à l'instant, sachez que c'est depuis Souza, village natal de ce monument de la musique camerounaise, homme de culture, qui œuvre encore et encore pour la jeune génération, que nous vous offrons cette autre édition de votre émission Carrière. Nous sommes là, dans son domicile familial. C'est ici qu'il est né, c'est également là qu'il a fait ses débuts dans la musique. Nous sommes en compagnie de celui qu'on a surnommé Desto Polaire. Et je me permets de demander à Papa Nkoti, pourquoi ce surnom? Desto Polaire, c'est un surnom qui m'a été donné depuis mon enfance. À l'époque, la régie Fercam était pour nous, ici au village, comme une société mythique. Bon, ça nous amenait les petits jeux d'enfants qu'on faisait. On faisait des gares. On créait des chemins de fer à travers des boîtes de sardines qui roulaient, ou une personne roulait par terre avec une boîte de sardines. On s'est habitué comme ça à travers ces jeux et beaucoup de gens qui connaissaient le directeur général de la régie à cette époque, il s'appelait M. André Desto Polaire. Donc c'est le nom du directeur général de la régie Fercam de l'époque, M. André Desto Polaire, que les amis m'ont donné, les frères m'ont donné par rapport à ces jeux d'enfants qu'on faisait à cette époque à travers les boîtes de sardines. Alors, quelles sont les valeurs qui, de manière générale, encadrent votre vie? La justice. J'aime la justice, l'amour, la paix, la foi. C'est une valeur vraiment que j'incarne dans ma vie. Je sais que sans cette foi, rien ne peut se faire. Une question que de nombreux fans se posent très souvent. Il y en a qui nous ont demandé si Papa Nkoti chante encore. Papa Nkoti chante toujours très très bien. Quelle est sa source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est d'abord la vie, la justice. Tout ce que les gens font, je m'inspire de l'actualité. Et puis, de temps en temps, un peu d'amour. Ah ouais. Alors ce soir, on a des jeunes qui vous regardent, on a des jeunes qui ont des rêves, mais qui ne les réalisent pas toujours, qui peut-être manquent un peu de confiance en eux. Que leur dites-vous? Je leur dis de croire en leur force. Et surtout, être honnête. Être honnête, il faut être honnête dans sa vie. Et n'entrez pas dans des inutilités. Vous les jeunes que je regarde, n'entrez pas dans des inutilités qui ne vous amènent nulle part. Et c'est sur ces conseils de Papa Nkoti que nous mettons un terme à cette, à cette balade dans votre univers. Nous vous disons infiniment merci. Merci beaucoup et bonne chance pour l'émission Carrière. To build our country and make it more prosperous and successful, we need leaders with values and qualities. What are those values that can be found with an impactful and influential leader? Let's discover one of them, which today is about daring, to be daring. It's coaching time on Career with Roland Kweme, a senior coach on personal development.
Bienvenue à la rubrique Coaching. Nous sommes toujours dans la série des 10 qualités des leaders d'impact ou alors les 10 façons d'agir en champion. L'édition précédente, nous avons parlé de la fiabilité. Pour cette édition, nous parlerons de l'audace. L'audace nous incite à accomplir des actions difficiles, à prendre des risques pour réussir une initiative considérée comme impossible, car la chance sourit toujours aux audacieux. Avoir de l'audace est une question de tempérament, mais pas seulement. Chez certains, elle vient naturellement parce qu'ils ont suffisamment confiance en eux pour oser foncer et parce que l'audace fait partie de leur façon d'envisager la vie. Alors, comment devenir audacieux? Pour avoir de l'audace, il faut 2 choses essentielles. L'intention et le passage à l'action. L'intention, c'est le moteur des idées audacieuses et des solutions innovantes. C'est l'état d'esprit qui nous pousse à remettre en question le statu quo et qui nous permet de sortir de la zone de confort. Ensuite, l'audace s'inscrit toujours dans l'activation de cette intention, c'est-à-dire l'action. Alors, les 10 astuces. 1. Vous devez changer de perspective. En 2, vous devez accepter de faire des erreurs, les reconnaître et passer à autre chose. En 3, ouvrez votre esprit aux idées audacieuses, c'est-à-dire n'ayez pas peur. Libérez, en 4, libérez votre imagination. Et en 5, affranchissez-vous du regard du stress, mais surtout du regard des autres. Et en 6, musclez votre confiance en vous. En 7, avancez pas à pas. Et en 8, familiarisez-vous avec la peur. En 9, respectez-vous, soyez fiers de vous, surtout défendez vos valeurs et vos convictions. Et en 10, préparez le terrain. Car pour tout succès, la préparation représente 80% de la clé de cette réussite. Chers leaders, soyez tout simplement audacieux. Pour cela, je vous invite à passer de la motivation à l'action. De l'audace et surtout de la confiance en soi, voilà les maîtres mots à retenir de cette édition de Carrière. 2 valeurs importantes qui vous permettront à votre tour de construire une carrière couronnée de succès, un peu comme celle de notre success story du mois, Coty François. Merci à toute l'équipe technique pilotée sur ce plateau par Alain Kouam. Un regard à notre présentateur Bertrand Didier Bouga, que nous espérons retrouver le mois prochain. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Thank you.